L'écosystème des crypto-monnaies est dans une période où chaque nouvelle qui arrive a un impact considérable et fulgurant sur ce qui arrive. Que ce soit un investisseur, que ce soit un trader, être à l'affût des informations va vous permettre d'anticiper, va vous permettre d'avoir une longueur d'avance. Le marché aujourd'hui réagit face à beaucoup d'informations, face à beaucoup de choses. Donc, aller aujourd'hui uniquement trader en se basant sur les éléments techniques, ce n'est plus suffisant. Il faudrait être connecté, il faudrait surveiller l'actualité, voir ce qui arrive parce que ça a clairement des impacts et des répercussions sur le marché. Dans cette vidéo, nous allons parcourir un peu l'actualité de la semaine et vous allez voir les éléments impactants qui sont en train d'arriver et qui sont en train de se préparer. Bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo, like, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Donc, certaines personnes te disent que je ne suis pas classe. Bon, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que je ne suis pas classe? Est-ce qu'être classe, c'est forcément porter la veste, porter la chemise, être je ne sais pas trop quoi? Mais dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. J'aimerais vraiment savoir et avoir ton avis là-dessus. Ça m'a fait quand même marrer. Mais j'ai compris votre point de vue pour ceux qui ont, pour ceux qui ont évoqué ce sujet. Donc, la première nouvelle qui est celle la plus importante aujourd'hui, qui est très très récente, c'est l'écosystème d'Ethereum qui a migré vers la preuve d'enjeu. Vers la preuve d'enjeu, ça veut dire qu'il faudrait conserver les Ethereum pour valider les transactions sur la blockchain Ethereum. Et directement, comme ça s'est bien passé, il y a une crypto-monnaie qui réagit directement face à ça parce que c'était un concurrent au cas où Ethereum ne se passe pas bien et les mineurs pouvaient donc reconduire cette blockchain et continuer plus tard la blockchain en preuve de travail. Donc, la validation et que la migration se soit bien passée par Vitalik Buterin fait en sorte que cette crypto-monnaie est comme ça en train d'être abandonnée. C'était récemment qu'on faisait la précédente vidéo, on était autour de 34 $. Mais directement après la migration, elle est autour de 8 $. Vous comprenez comment l'impact de la migration, de la réussite de la migration a entraîné l'effondrement de cette autre crypto-monnaie. Pour ceux qui spéculaient là-dessus, c'était uniquement une monnaie spéculative, bien évidemment. Donc, les mineurs ne sont pas en train d'aller vers la preuve d'Ethereum en preuve de travail, mais ils sont en train de se reconduire peut-être vers d'autres blockchains ou bien mettre la puissance sur la blockchain de Bitcoin. Et c'est pour ça que la puissance sur la blockchain de Bitcoin est en train d'augmenter. Mais le merge crée quand même quelques problèmes dont on est en train de soulever aujourd'hui dans l'écosystème avec donc la centralisation des validateurs. Vous comprenez que plus vous avez la crypto-monnaie, plus vous avez les chances de valider les transactions. Du coup, pendant la période de migration, on est passé sur la Bitcoin Chain. La Bitcoin Chain, c'était la blockchain qui allait être fusionnée avec la blockchain, qui allait abandonner la blockchain ancienne et continuer à partir de la blockchain de Bitcoin où les gens ont stocké les Ethereum en attendant que la validation, en fait, pour assurer qu'il y aura une validation décentralisée quand on aura la migration. Donc, c'est ce scénario qu'on est en train de voir ici. L'ancienne blockchain a été abandonnée et pendant qu'on a quitté l'ancienne blockchain où la difficulté était tellement élevée qu'il faisait que les mineurs ne pouvaient plus valider les transactions, le nombre de blocs est parti donc à 0 et on a fait des merges pour continuer avec la Bitcoin Chain. Donc, à ce moment où ça s'est produit, les personnes qui ont beaucoup de crypto-monnaies, qui ont beaucoup d'Ethereum, valident le plus de transactions parce qu'ils auront beaucoup de chances d'être sélectionnés par l'algorithme de la preuve d'enjeu. Plus tu as de la crypto-monnaie, plus tu as des chances de valider et ça pose donc un problème de centralisation comme on peut voir ici parce que les personnes bloquaient leurs Ethereum sur la plateforme de Lido Finance pour qu'on leur donne les S Ethereum pour ne pas uniquement attendre que la migration se fasse pour avoir encore les Ethereum. Donc en faisant ça, on a centralisé les Ethereum sur une plateforme pour avoir la S Ethereum et ces S Ethereum seront remis progressivement parce qu'on ne va pas donner ça d'un coup pour éviter que le marché dump. Ça fait donc que Lido Finance est l'une des plateformes qui a la plus grande quantité de Ethereum qui sont bloqués en preuve de travail, en preuve d'enjeu. Et ça fait comme ça 33% environ du réseau et c'est beaucoup, c'est hyper centralisé. En dehors de ça, il y a les exchanges qui prennent aussi une place assez considérable. Les Coinbase, les Kraken, les Binance et bien d'autres exchanges là se cumulent également une grosse partie des Ethereum et ils peuvent donc valider encore plus de transactions. Ça fait donc qu'aujourd'hui, certaines personnes sont en train de tirer la sonnette d'alarme comme quoi Ethereum est devenu beaucoup centralisé. Centralisé par ces personnes qui ont
mis les mécanismes pour la migration et qui aujourd'hui accumulent la majeure partie des Ethereum et peuvent donc décider de ce qui va se passer sur ces blockchains. Si les exchanges s'associent avec Lido Finance et prennent une décision, c'est cette décision qui sera prise vu qu'ils auront la majeure partie des Ethereum et ça fait donc une centralisation qui n'est pas bonne pour l'écosystème crypto et qu'il faudrait penser à décentraliser par d'autres mécanismes qui vont suivre peut-être dans la roadmap qui a été déjà proposée. Demain, c'était une seule étape parmi les étapes de la migration. La migration s'est faite en plusieurs étapes. On a de merge, on a de search, on a de verge, on a de purge. D'ailleurs, on a de splurge. Donc, c'est dans la version, c'est dans l'étape précédente, suivante, qui sera de search, où on aura donc la notion de sharding qui va arriver. La notion de sharding va permettre de diviser la blockchain en sous-petites blockchains et faire en sorte que les validations, que ces petites blockchains soient indépendantes et après fusionnent les informations et qu'on puisse donc accélérer les frais de transaction, la vitesse de transaction sur la blockchain Ethereum. Mais en attendant cela, il n'y a pas d'impact sur la vitesse de transaction actuellement, il n'y a pas d'impact sur les frais de transaction actuellement. Donc, c'est quasiment la même chose, juste le consensus d'ajout des transactions sur la blockchain qui a changé. Du côté de la Corée, ça ne se passe pas très bien avec le CEO de la plateforme Terra, que vous savez très bien, qui a connu un crash avec une spirale, une dead spirale, donc une spirale qui a entraîné le Luna dans les abîmes. Aujourd'hui, ce CEO est investigué, il y a des poursuites du côté de la Corée. On va retirer son passeport très très prochainement et on va peut-être émettre un mandat d'arrêt international à Interpol pour le capturer et peut-être le mettre devant face à la réalité parce qu'on estime qu'il y a eu manipulation, on estime qu'il y a eu des éléments qui ne sont pas clairs et qui sont louches dans sa gestion et qui pourraient justement avoir été à l'origine de l'effondrement de la crypto-monnaie et de la plateforme Terra Luna et les stablecoins qu'il y avait autour. Donc c'est un dossier à suivre de très près parce que clairement ça va impacter les deux écosystèmes. Si l'un des écosystèmes est impacté majoritairement, les répercussions, il y aura les répercussions sur l'autre. Donc je parle comme ça de Terra Luna classique et le Terra Luna. Pendant ce temps, le BNB, Binance, s'associe avec Google pour offrir des services sur la blockchain, donc pour accélérer un peu le Web 3.0. Mais qu'est-ce que ça comporte? Parce qu'il faudrait faire très attention quand il y a des partenariats comme ça aussi faits. Ce qu'on veut dans l'écosystème crypto, c'est la décentralisation, ce n'est pas la centralisation. Donc en faisant un partenariat avec une plateforme qui est autant centralisée, qu'est-ce qui va en résulter? Est-ce qu'on ne sera pas dans la centralisation des applications décentralisées ici? Parce qu'on dit, l'objectif c'est de permettre à 1300 applications décentralisées sur la Binance Smart Chain de bénéficier du cloud et des informations d'analyse en temps réel pour la finance décentralisée. Donc, je peux imaginer que ce n'est pas pour le stockage des informations sur les plateformes du cloud de Google parce que ce serait centralisé, mais peut-être de bénéficier des données qu'il y a dans ces écosystèmes où c'est déjà plein de données pour alimenter les écosystèmes de finances décentralisées. Ce serait un plus parce qu'on a besoin d'informations et des comportements dans la finance réelle pour améliorer les services dans la finance décentralisée. Donc, peut-être c'est une bonne chose qui va permettre à ces applications-là de pouvoir bénéficier et scaler un peu plus rapidement et avancer plus rapidement que d'attendre uniquement que les comportements soient générés par les utilisateurs de la plateforme. Donc, ça peut être bien, ça peut être aussi mauvais si les applications ont obligation de fournir, je ne sais pas trop de quoi, de stocker les données d'une certaine façon sur les plateformes centralisées. C'est le côté mauvais de la chose. Du côté de l'Europe, du côté de la B-Money, du Birran, on a la banque, on a la Central Bank. Donc la banque centrale du côté du Birran est en train de tester un paiement en Bitcoin. Ça veut dire qu'on va permettre aux États, aux utilisateurs dans ce pays-là, de devoir faire les paiements avec la crypto-monnaie comme on voit dans des pays comme le Salvador, comme on voit dans des pays comme la RCA normalement, avec la loi qu'ils ont sortie très très récemment. Donc du côté du Birran aussi, c'est quelque chose qui est en train d'être fait avec une plateforme externe qui est donc OpenNode, qui va donc mettre sur pied l'infrastructure pour permettre à la banque de
profiter du Lightning Network, tu profitais du réseau léger Lightning Network, du Bitcoin, pour faire des transactions un peu plus rapides et avec des frais de transaction beaucoup moins chers. Donc, vous comprenez comment du côté du monde entier, ça bouge, comment les États et les gouvernements dans des pays sont en train de se mobiliser pour déjà proposer des services au-dessus de ces blockchains. Du côté de la Russie, les choses sont en train de se préciser un peu avec la crypto-monnaie parce que vous savez très bien, pendant cette période de guerre de l'Ukraine avec l'Ukraine et la Russie, on a vu une certaine adoption de la crypto-monnaie de ce côté-là par les deux pays. Mais donc, on avait pensé que c'était le cas, que c'était quelque chose qui allait faire bouger la crypto-monnaie. Mais après, il y a eu des restrictions encore parce que le cadre n'était pas vraiment réglementé de ce côté. Très récemment, le Premier ministre russe a ordonné qu'on essaye déjà de mettre sur pied ce cadre réglementaire-là pour permettre les transactions transfrontalières. Donc, ça va permettre comme ça, du côté de la Russie, de pouvoir émettre les transactions de façon légale hors de ses frontières. Donc, le Premier ministre a donné au ministre des Finances la date butoir du 1er décembre pour avoir déjà un cadre, donc pour avoir une proposition de ce cadre-là, pour voir comment est-ce que ça doit se faire, pour voir comment est-ce que ça doit fonctionner. Donc, le ministre des Finances du côté de la Russie a jusqu'au 1er décembre pour offrir, en fait, pour mettre sur pied une proposition, pour offrir des propositions qui vont permettre la création de ce cadre réglementaire-là. Du côté de la Maison Blanche, on réagit directement, peut-être face à ces nouvelles, parce que si la Russie permet déjà de faire les transactions hors des frontières avec les crypto-monnaies, est-ce que ça ne pourrait pas échapper justement au contrôle de ces États américains qui veulent tout contrôler? Donc la Maison Blanche est déjà en train de mettre sur pied un cadre de régulation de la crypto-monnaie aussi. Donc c'est du tic au tac que ça se passe. Et si vous comprenez comment les choses sont en train d'avancer, comment les choses se passent, vous pourrez justement mieux vous positionner et comprendre quels sont les enjeux futurs de la crypto-monnaie. Donc on est à l'étape où les régulations sont en train d'arriver. Quand la Russie met un cadre, essaye de mettre un cadre, directement on a les réactions du côté des États-Unis et du côté de l'Europe aussi. On a aussi directement les réactions parce que du côté de l'Europe, l'Europe a embauché, en fait, a choisi 4 personnes en plus d'Amazon pour essayer de créer déjà leur monnaie numérique. Et les 4 entreprises qui ont été choisies, on a CaixaBank, on a Worldline, on a EPI, on a Nexi et on a Amazon. Donc, ce sont les entreprises qui ont été choisies pour la création de l'euro digital. Donc, ces entreprises-là vont voir comment se mettre ensemble pour proposer des mécanismes de création de l'application qui va justement permettre de tester l'euro numérique. Donc, voilà les réactions qui sont en train déjà de se faire de par le monde entier. Du côté de l'Europe, du côté de l'Amérique, du côté de la Russie, les cadres réglementaires sont en train de se mettre en place. On voit également du côté de l'Ukraine, il y a des Binance qui va s'associer avec une plateforme pour offrir des paiements en ligne. Donc, Binance va déjà s'associer avec la plateforme Varus, un supermarché, pour permettre aux utilisateurs d'arriver dans ces supermarchés et payer avec la crypto-monnaie. Si ça, ce ne sont pas des choses assez intéressantes qui sont en train d'arriver dans le monde entier, qu'est-ce que vous voulez encore pour comprendre qu'on est dans quelque chose qui est en train de faire bouger les lignes, qui est en train de faire en sorte que les personnes se positionnent, que les États se positionnent, que les gouvernements se positionnent. Les grandes entreprises sont en train de se positionner dans une nouvelle niche, dans un secteur qui est déjà en train d'attirer les régulateurs, même la SEC, même les États, même le FMI et bien d'autres là sont déjà en train de voir comment il faut réglementer les crypto-monnaies. Et on ne réglemente pas quelque chose si on est encore dans l'embryon, si on est encore dans ce tout début. Ça montre que la crypto-monnaie a déjà pris une place quand même considérable. Tu me dis donc ce que tu penses en commentaire pour cette flash news, pour ce flash de l'information très très rapide, mais qui te permet de comprendre comment le monde est en train de bouger et comment et où est-ce que le monde est en train de partir. Un riche, c'est une personne qui comprend où le monde va et qui va en premier. Si vous comprenez où le monde va et que vous allez en premier, la possibilité que vous grangez des opportunités dans cet espace-là en premier est très très grande. Dis-moi ce que tu penses en commentaire pour cette dernière citation. Like la vidéo, partage la vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Bon week-end à toi. Ciao.